Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de ce balado humblement intitulé Evelyne et Gabriel font un podcast. Podcast qu'on fait sincèrement pour le plaisir, parce qu'on aime se jaser et parce que parler d'histoire aussi est une passion commune que nous avons. Gabrielle Caron avec vous en compagnie de mon amie Evelyne Ferron, bonjour! Et aujourd'hui, Evelyne, de quoi on va parler? On avait tendu une perche dans notre dernier épisode, parce que là, à la fin, on commençait à discuter de vampires, comment les légendes de vampires étaient liées, entre autres, à la tuberculose, et là, t'avais accroché, puis tu t'étais dit « Ouais, ok, on y va avec les vampires et les loups-garous et autres. » Alors, nous voilà avec un spécial loups-garous et vampires pour notre épisode d'aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu moins... On peut parler de notre expérience avec un Ouija dans le dernier épisode. Là, si tu me dis que t'as croisé un vampire ou... ou que t'as croisé un loup-garou, c'est un petit peu plus compliqué de ce côté-là. Mais t'avais l'air fascinée, donc tu disais dans l'autre épisode que t'avais lu Anne Rice, où on en a parlé après. Je n'arrive plus à savoir. Oui, moi j'ai eu une grosse passe. Écoute, Entretien avec un vampire, là, j'ai adoré ce film. J'ai lu les livres de Anne Rice aussi. J'ai eu une grosse passe, là. Anne Rice. Et les loups-garous, ça, tu sais, ça me parle un peu moins, là, dans le sens que j'accroche un peu moins à tout ça, mais quand même, tu sais, si je suis toute seule dans le bois le soir, je vais quand même avoir une pensée, est-ce qu'il y a des loups-garous dans ce bois? Ah non, tu sais qu'un vampire, moi je l'avais dit, Tom Cruise meurt, il meurt pas finalement, mais en tout cas, il se fait trancher la gorge par Kirsten Dunst, c'est pour moi, qui trippe pas vraiment sur Tom Cruise, ça a toujours été une scène jouissive où j'étais presque sur le bord de la mettre au ralenti, tellement j'étais comme « Yeah! » C'est pas correct. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment eu une fascination pour les vampires pendant un bout, tu sais, tout ce qui est le comte Dracula, Vlad le Terrible aussi. Vlad l'Empaleur, oui. Vlad l'Empaleur, tu sais, la Transylvanie, tout ça. J'ai eu un petit intérêt, là, avec tout ce qui est les histoires, le comte Dracula. Est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu, mais j'ai vu tous les films, toutes les versions possibles, les parodies, Avec Leslie Nielsen. Tu m'as envoyé un gif animé de Leslie Nielsen qui se lève de son cercueil et qui se cogne contre un candélabre. Ma passion pour les gifs me rattrape même avec les vampires. J'ai vu pas mal toutes les versions. Dès qu'il y a des films de vampires, je t'avoue que je vais les écouter. Tu sais, j'ai écouté toutes les Twilight, là. Donc, juste pour te dire. Les as-tu lus? Oui, je les ai lus. J'ai trouvé, en toute sincérité, le premier. Le premier m'a beaucoup accroché. J'ai retrouvé un peu l'adolescente en moi, là, tu sais, le premier amour, un gars spécial, une fille ordinaire. Mais après, le 2, le 3, le 4, là, ouf. Oh non, mais le 2, c'est une horreur, là. Le deuxième tome, tu peux pas passer au travers. Moi, j'avais lu parce que je me disais, ça me prend des références pour les jeunes à qui j'enseigne. Fait que des fois, j'essaie, tu sais, autant dans les films et autres, quand même, tu sais, d'aller plus jeune, puis le premier tome, je me suis fait « Wow, ok, il y a bien des choses intéressantes. » Au point où j'avais décidé d'aller voir le film au cinéma par curiosité. Ouf, là, au cinéma, j'ai fait « Ah! » Bon, tu sais. Mais là, quand j'ai lu le deuxième, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai fini par tous les livres, mais je vais t'avouer que c'est comme si le premier et le dernier valaient la peine, mais tout ce qui est au milieu est comme un petit peu plus difficile, là. Mais tu sais, je pense que ça dépend de l'âge, ça dépend de bien des choses. J'étais peut-être un peu trop vieille aussi pour vraiment embarquer dans la grosse peine d'amour dépressive d'une adolescente, là. Moi, c'est quand elle a eu son bébé, puis tout, là, qu'elle devient un vampire, puis non. Non, j'ai vraiment décroché. J'ai lu les livres, les derniers livres, là, plus ça allait, plus j'ai lisé en diagonale. Mais les films, oh mon Dieu, Seigneur! Oui, mais je pense qu'elle était peut-être un peu trop vieille. C'est ça. Parce que tu sais qu'elle va sortir d'ailleurs, celui qui était supposé sortir, où elle va revoir tout ça du point de vue du vampire, du point de vue d'Edward Cullen. Elle va surfer là-dessus, là, fait que bonne chance. Voilà. C'était mon éditorial, Twilight! Vampire, loup-garou. Toi, mettons, c'est quoi ta relation avec les vampires puis les loups-garous? T'as-tu une passe où ce que t'étais comme une vampire dans ton habillement? Puis tu sais, il y en a tout le temps un peu à l'école. Oh mon Dieu, j'ai été gothique au secondaire. Ben oui, j'ai eu les cheveux. Ah mon Dieu, t'as aucune idée comment en secondaire 4-5, j'ai pas gothique, mais secondaire 4-5, je portais presque exclusivement j'étais plus grunge, mais tu sais, j'étais beaucoup dans le noir et le rouge. Tu sais, j'avais la croix dans le cou. J'avais même un t-shirt avec une croix avec une tête de mort imbriquée
dedans. Tu sais, je peux pas être plus dans le style que ça quand j'étais en secondaire 4. Genre, attention, je suis vieille, je vais trahir mon âge, mais quand même, c'était la fin des années 90. Enfin, 96, 97, là, quand le cinéma était bon et que la musique était exceptionnelle. Cette époque révolutionnaire. Oh mon Dieu, j'ai comme de la misère à t'imaginer. Je portais pas le gros make-up, pis tu sais, j'étais pas jusque-là, mais tu sais, ben oui, mais faut dire que c'était une tendance, tu sais, je veux dire, dans les magasins pis tout ça, trouver des t-shirts comme ça, c'était facile, tu sais, t'avais pas besoin d'aller dans les friperies, trouver des bijoux avec des croix entrelacées avec des symboles un peu bizarres, c'était la mode, là, tu sais, je veux dire, c'était dans toutes les boutiques pour ados quand j'étais au secondaire. Fait que, tu sais, c'était pas difficile, là, tu sais, c'était genre chez Levi's, là, tu sais. Ah ouais, c'est ça, c'était assez mainstream, là. C'est ça! Mais c'était une époque où on n'allait pas dans les friperies encore. Tu sais, c'était pas encore la mode. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas, non, vestimentaire, ça n'a jamais été là où je tripais nécessairement, mais c'est sûr que, je veux dire, j'ai lu Bram Stoker, tu sais, j'ai lu Dracula, j'ai vu Interview with the Vampire, j'avais lu le premier Anne Rice, moi, tu vois, j'avais moins accroché sur Anne Rice. Mais la traduction est un peu épouvantable, on va se le dire. Pour les loups-garous, par contre, au-delà de Harry Potter, il y a Fred Vargas. Faut quand même que, là, tu sais, je vais en profiter pour parler de mon amour énorme pour cette femme qui, dans les dernières années, a été beaucoup ridiculisée quand elle disait que c'est une spécialiste de la peste. Hein. Faut dire que c'est une historienne, c'est une médiéviste. Son frère est un spécialiste il me semble, de la Première Guerre mondiale. Je crois pas me tromper. Elle a fait des romans policiers, mais toujours basés sur l'histoire. Elle a une série, d'ailleurs, des historiens qui ont chacun leur période. Il y a le préhistorien, il y a celui qui est spécialiste de l'époque romaine, puis ils habitent une vieille baraque pourrie, puis ils ont chacun leur étage, puis ils ont les noms des apôtres en plus. C'est fabuleux. Mais... elle a fait avec son inspecteur chouchou, qui est quand même l'inspecteur Adamsberg, qui s'appelle L'Homme à l'envers, où elle a décidé justement de partir du mythe du loup-garou pour faire un roman policier, parce qu'elle part toujours de mythes du Moyen-Âge, mais elle essaie de les rendre modernes avec des enquêtes et tout ça. Puis Adamsberg, ben, faut qu'il trouve toujours un peu les liens avec l'histoire, puis qu'est-ce qu'on essaie de faire dire à l'histoire pour ramener des mythes comme ça, puis tu sais, faire un crime autour de ça. Tu sais, il y a toujours plein de choses vraiment fascinantes. Je déclare mon amour très sincère pour Fred Vargas. Le roman au Québec était horrible. Lequel? Il y en a un qu'elle a fait sous les vents de Neptune, est au Québec, puis elle a pas compris l'accent québécois, puis là-dessus, c'est un peu, ouais. un peu fourvoyé. Mais tu vois, t'en parles là, puis je suis comme, ok, j'ai le goût d'aller en lire, parce que moi, j'en ai déjà lu un, je me souviens pas du titre. Faut t'es lise dans l'ordre. Ah, c'est ça, mais moi, j'ai dû commencer un peu n'importe où, tu sais, je l'ai lu à l'échange, le derrière, bon, ça a l'air bon, ça m'attire, je le prends, puis là, j'ai pas embarqué, j'ai trouvé ça un peu ordinaire, je l'ai revendu. Regarde, je le dis, j'ai vraiment pas aimé ça. Commence par L'Homme à l'envers si tu veux suivre les Adamsberg, et ça donc parle du mythe du loup-garou et de la fameuse bête du Gévaudan qui a aussi un peu inspiré ces mythes-là. En tout cas, c'était ma façon de déclarer mon amour à Fred Vargas. C'est le genre de choses que je peux pas faire en direct à Radio-Canada, j'ai pas le temps. La bête du Gévaudan, là, il y a un balado que j'ai écouté un épisode là-dessus, je crois que c'est L'heure du crime, qui est un balado français, où toutes les transitions sont genre des gens qui crient au loin, là, c'est un peu glauque. Mais ça, c'est une vraie histoire qui est absolument terrifiante quand on y pense. Ben, les gens qui ont vécu ça, pour eux autres, oui, tu sais, je veux dire. Bon, c'est quand même assez ancien, tu sais, si on regarde, bon, tu sais, des mythes de loup-garou, déjà de l'Antiquité, on appelle ça le lycanthrope, hein, l'homme-loup, là, mais tu sais, l'idée que des fois, il y a des gens qui ont tellement une personnalité sombre, là, tu sais, ils ont tellement, on dirait, des instincts animaliers que ça a toujours un peu existé, cette idée qu'il y avait des hommes, c'est vraiment des femmes, hein. Donc, c'est beaucoup l'homme qui a un peu cette espèce, des fois, d'agressivité ou de colère. C'est jamais des femmes, on dirait, dans toutes les histoires. Dans les loups-garous, non. Vampires, oui, mais dans les loups-garous, oublie ça. Mais, tu sais, c'est sûr que ça vient comme cristalliser la peur qu'on a. Bon, faut imaginer dans les campagnes et tout ça, tu sais, les loups, c'était un danger, même si, bon, là, ils commencent à revenir dans les forêts de France, mais ils sont disparus pendant longtemps. Mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que pour les bergers, c'était une horreur parce que, je veux dire, un loup qui arrive dans un troupeau de moutons, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas long, là, tu sais, je veux dire, puis tu sais, tu perds ton revenu, tu perds beaucoup de choses, donc les gens ne les aimaient pas d'avance, mais il y a le fait que ça hurle quand il y a une pleine lune, mais pas sans juste quand il y a une pleine lune, tu sais, si vous connaissez les coyotes, même chose. Il y a des coyotes à Huntsic, là, la nature reprend ses droits, là. Ouais.
Mais tu sais, quand ça hurle tout en gang, des fois, t'es comme « Ah! Je sortirais peut-être pas dehors, mais attends un petit peu! » Fait que tu sais, faut imaginer les gens avec moins de sécurité aussi qui faisaient face à ça, qui vivaient dans des fins fonds de campagne avec, tu sais, quand t'as juste des bougies puis un feu de foyer comme lumière, on s'entend que, tu sais, t'as pas des gros lampadaires extérieurs, des sentinelles qui éclairent tout ton terrain au complet, tu sais, ça existait pas, là. Fait que c'est sûr que ça venait ajouter un peu à cette crainte-là, mais c'est sûr que, encore une fois, le Moyen-Âge est comme venu ajouter, parce que bon, regarde la mythologie grecque, des créatures hybrides, il y en a plein, là, tu sais, le centaure et autres, tu sais, c'est déjà là. Mais l'homme-loup est vraiment plus médiéval, parce qu'on sent justement qu'avec l'arrivée aussi d'une forme d'insistance sur l'enfer et tout ça par l'Église catholique, c'est venu comme mélanger les mythes, les croyances populaires aussi dans les villages, tu sais, pour te donner un exemple. Mais si on revient à la bête du Gévaudan, ça c'est sérieux, tu sais, c'est des dates qui sont quand même super précises. La bête du Gévaudan, c'est arrivé pour vrai, c'est documenté, ça a été vraiment un phénomène dans cette région de France. Oui, puis ça a contribué justement à raviver, je te dirais, le mythe de l'homme qui se change en bête ou qui se change en loup. Donc, c'est sûr qu'au Moyen-Âge, on va la pleine lune est toujours associée à des phénomènes étranges. Hein, tu sais, je veux dire, même encore aujourd'hui, quand c'est la pleine lune, bon, on est en 2021 et malgré la science, même les scientifiques disent c'est pas vrai, là, qu'on dort moins bien quand c'est la pleine lune. C'est ça, tu sais, je veux dire, il reste encore un beau fond, pas juste de croyance. Des fois, ben, ça éclaire la lune puis on dort moins bien. Ben, en même temps, il y a quelque chose dans l'air, parce que me semble, à chaque fois que je te texte que mes enfants sont horribles, tu me réponds que c'est la pleine lune. C'est la pleine lune! Mais c'est vrai, en plus! D'ailleurs, c'est samedi. Oh non! Oh, mon Dieu, je me prépare mentalement. Ça a toujours été là, tu sais, la pleine lune, elle éclaire, tu sais, la nuit, puis elle nous montre des choses qu'on voit pas généralement la nuit, tu sais, je veux dire, si t'habitais où j'habite, quand c'est la pleine lune et que ma terre à bois est illuminée au complet, puis que tu vois les arbres bouger, t'es comme, ah bon, ben il y a des choses qui se promènent là-dedans, porc-épic et autres, que je vois pas d'habitude parce que la lune n'éclaire pas ma terre à bois. Revenons à nos moutons. La bête du Gévaudan, ben tu sais, elle est un peu comme venue redonner du galon, en fait, à ces mythes un petit peu de loup-garou. Parce que là, t'es dans le secteur, c'est de Lozère en France. Et bon, ça se passe au 18e siècle et je voulais te donner les dates précises. Donc, on parle vraiment d'attaques de troupeaux qui ont eu lieu entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Fait que c'est vraiment presque 3 ans, pardon. Vraiment cané, là. Lozère en France, mais ça s'appelait aussi le pays du Gévaudan. Et donc, là, il va y avoir ces histoires qui vont commencer à se répandre, comme quoi il y a des animaux qui sont tués de manière beaucoup plus horrible que si c'était des attaques de loups. Les crocs, tu sais, les marques, en fait, sur les coups des animaux, sur les bêtes, sont beaucoup plus démesurées, en fait, que celles d'un loup ordinaire. Et là, on commence à parler que c'est peut-être des grands loups qui sont arrivés, des loups géants. Et ben, ils sont vraiment violents, ils sont très agressifs et les gens commencent à avoir très, très peur parce que s'ils sont capables de faire du dommage comme ça sur des troupeaux, s'ils s'attaquent à des hommes, ben là, c'est la fin, là. Je veux dire, un homme ne peut pas survivre à ça, au point où, d'ailleurs, les troupes françaises, les troupes royales ont été déployées là, dans les forêts pour essayer de les attraper, essayer de les tuer. Mais ce qu'il va y avoir aussi qui va ajouter au mythe, on n'a pas les archives de ça, c'est les traces de pas, les pattes, tu sais, des pattes, des grosses pattes, un petit peu comme un peu les mythes du Yéti, puis toutes ces affaires-là. C'était beaucoup plus gros, en fait, que des pattes de loup ordinaires, qui ressemblent beaucoup à des pattes de chien, en fait. Et c'est comme ça que là, ben, la panique, au fil du temps, va devenir tellement grande qu'effectivement, rendu en 1767, là, les troupes royales vont faire les forêts de la région de Lozère là, pour essayer d'attraper cette bête-là, qui n'a jamais vraiment été attrapée, hein. Puis ça s'est arrêté pas mal après ça, après le mois de juin 1767, on n'a plus revu ce type d'attaque-là. Donc ici, je te dirais, on a toujours eu, il y a plein de livres qui ont été écrits là-dessus. C'est sûr qu'il y a la crainte populaire où les gens vont peut-être exagérer ce qui se passe parce qu'ils entendent parler qu'il y a peut-être des super loups qui existent. Fait que là, quand ils voient un troupeau attaqué et tout ça, ils vont dire « Oh non, non, c'est pas des blessures normales. » Puis tu sais, il n'y a pas de photos à l'époque, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'archives de ça. C'est beaucoup du bouche à oreille. Il y a genre, j'imagine, un mouvement populaire, là, une sorte de psychose populaire aussi c'est peut-être juste une attaque de loup
loup, je vais dire normal, mais là, parce que t'as entendu parler que dans un village à côté, il y a eu ça, ben là, tu vois différemment l'attaque qui s'est passée, fait que ça aide à construire le mythe, mais il y a eu des attaques d'humains aussi, si je me trompe pas. Ben, la bête ici, c'est la bête du Gévaudan, parce que, je veux dire, un loup, ben, je veux dire, même un coyote pourrait attaquer un homme, c'est ça l'affaire, fait que, tu sais, je veux dire, oui, il y a eu aussi des gens qui ont été attaqués par une créature, qu'est-ce que c'était, on le sait pas, mais c'est pour ça qu'on dit bête du Gévaudan, d'ailleurs, on dit pas le loup nécessairement, mais à l'époque, quand ça commence à être populaire, c'est sûr que ça ravive aussi le mythe du fameux loup-garou, parce que le loup-garou, dans l'imaginaire populaire, c'est ça, c'est l'homme à l'envers. L'homme à l'envers, qu'est-ce que c'est? L'homme à l'envers, c'est cette idée qu'on disait que des fois, il y a des hommes qui sont fondamentalement méchants, qui sont nés en fait du diable, qui sont pas des êtres humains normaux et qui possèdent en eux justement le gène du mal. OK? Mais ça, c'est caché le jour et c'est caché en fait pendant tout le mois et c'est à la pleine lune que ça sort. Donc, l'homme à l'envers, qu'est-ce que ça veut dire? Souvent, on cherchait chez des gens qui commettaient des meurtres ou des crimes, on essayait de voir s'ils avaient une grosse pilosité. Parce que dans le fond, s'il est à l'envers, les poils sont à l'intérieur. Et la nuit, à la pleine lune, poum! Il se transforme en immense loup-garou et là, il est hyper poilu. Donc, on avait cette idée que ces gens-là étaient presque imberbes ou avaient très, très peu de poils. Et qu'à la pleine lune, ben justement, le poil qui est à l'intérieur ressortait. C'est ça l'idée du loup-garou, hein. Donc, que les gens sont des êtres vraiment démoniaques. On réalise que ces gens-là sont souvent bizarres, un peu reclus, vivent en forêt, tu sais, vivent dans des campagnes reculées. Et mais là, au lieu d'être le mythe de la femme sorcière qui vit en recluse, c'est l'homme qui est plus avisé par les mythes de loup-garou. Et souvent, ces hommes-là, ben on a peur d'eux parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas toute leur tête ou qu'ils sont un peu misanthropes. C'est sûr que quand tu arrives avec l'histoire de la bête du Gévaudan, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, ça y est, c'est pas en fait même des méga-loups, c'est peut-être un loup-garou, donc c'est quelqu'un en fait qui, à la pleine lune, devient complètement dingue, puis tue les animaux ou les hommes, peu importe, parce qu'on avait cette image que le loup-garou était beaucoup plus gros qu'un loup ordinaire, puis il pouvait marcher sur 2 pattes, des fois pas juste sur 4, et donc les pistes seraient beaucoup plus grandes aussi. Il y a rien de plus terrifiant que m'imaginer un animal qui marche sur 2 pattes. Fais juste t'imaginer, là, quand j'avais des chats, mon chum tout le monde niaisait des fois avec ça, tu sais, qu'on s'imaginait nos chats marcher sur 2 pattes. Juste un ours, là, quand ça marche à 4 pattes, puis là, un moment donné, ça se lève, tu sais, c'est super imposant, c'est super intimidant, mais imagine, là, un animal qui est pas supposé. Tu sais, un loup qui se lève sur 2 pattes, hey, moi, je cours. Ben, je cours pas, je m'embarque dans mon auto, mais... Mais le pire, c'est qu'il devrait pouvoir le faire, un chien capable. Mais moi, pas ça en tête, là. Mais tu vois un petit peu le folklore, tu sais, du loup-garou, il vient d'où? Et le vampire vient exactement un petit peu de ces mêmes croyances, sauf que là, c'est l'idée du mort-vivant. Mais tu sais, ce sont toutes des croyances qui viennent avec l'absence de science. C'est ça que j'allais dire. Un manque d'éducation populaire aussi quand on est vraiment creux dans les campagnes. Et ajoute à ça, au Moyen-Âge, la peur de l'enfer qui est toujours décuplée par les sermons des curés, tu sais, par l'Église catholique, tu sais, qui amène même le purgatoire. Puis les gens ont de plus en plus peur du courroux divin aussi. Ben c'est sûr que si le diable existe, ben il y a des suppôts de Satan qui existent sous différentes formes. Donc, c'est tout à fait logique, en fait. L'homme à l'envers, c'est cette logique-là. Là, c'est l'idée qu'on le voit pas, mais à la pleine lune, pouh! Tu sais, ça vire de bord et il devient une créature qui tue les animaux ou les hommes, peu importe. En fait, il est tellement enragé, il voit tellement pas clair que il tue n'importe quoi. Donc, la bête du Gévaudan, dans la mythologie populaire, a beaucoup été associée aussi à la question du loup-garou. Mais donc, dans les faits, il y a eu plein de livres, lisez-les, j'ai même pas tout lu là-dessus, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'identifier ce qu'on parlait de méga-loups. C'est une des hypothèses, d'ailleurs, des loups plus gros que la norme, qui auraient probablement là, circulé dans cette région-là de la France. C'est une des théories les plus plausibles, je dirais, mais je veux dire, les gens qui ont essayé de... Parce qu'il y a eu des dessins de ça, des gens qui ont essayé, qui pensaient l'avoir vu et tout ça, puis tu sais, bon, là, tu vois que t'es dans la de folie populaire où les gens exagèrent énormément les choses, mais tu sais, ça montre comment très vite, ça prend de l'ampleur. Quand t'as pas d'archives, quand t'as pas de photos des pistes, puis que c'est le bouche à oreille qui fait le travail, ben voilà. Au Québec aussi, j'ai l'impression que les loups-garous ont fait beaucoup partie de la culture populaire. Dans le folklore, oui. Un peu à la même niveau que, tu sais, la chasse-galerie. Mais t'as Honoré Beaugrand qui a écrit un conte sur le loup-garou. La station de métro a écrit un livre. Honoré Beaugrand qui est derrière la chasse-galerie. C'est lui l'auteur de la chasse-galerie, en fait.
Non, non, mais important du monde du journalisme québécois, mais il avait écrit un conte, en fait, à mon souvenir, parce que, bon, je suis de Yamachiche, donc c'était un des contes qui était situé à Trois-Rivières, donc dans la région trifluvienne. Il avait écrit un conte, en fait, sur un loup-garou qui dansait autour du feu puis découpait des corps d'humains dans le coin de Trois-Rivières, puis que à un moment donné, il y en avait même plusieurs, puis la seule façon de disperser les loups-garous, c'était genre de prendre un fusil puis de tirer des chapelets, tu sais, poum, poum. Ben, tu vois un peu, encore une fois, la cristallisation de l'idée que c'est lié au diable, donc tu mets des chapelets dans ton fusil, puis poum! Tu tires des chapelets pour disperser les meutes de loups-garous. Mais il y a un conte, j'ai pas le titre malheureusement, parce qu'on en parle comme ça à brûle pour point. Ce que vous allez toujours expérimenter dans ce balado, on se prépare pas, à part pour la bête, je vous redonne. Mais allez voir Honoré Beaugrand, je suis certaine par contre de mon coup, là, avait écrit un conte justement sur une meute de loups-garous dans le coin de Trois-Rivières. Oh mon Dieu, ce conte m'aurait empêché de dormir tellement longtemps. La chasse-galerie, c'est ma légende préférée. C'est mon histoire préférée du folklore. Mais c'est bien compté aussi. Puis c'est amusant. Tu sais, il faut dire que les hommes sont un petit peu... ils en profitent. Puis tu sais, il y a un côté très amical, je te dirais, dans la chasse-galerie. Tu sais, c'est pas effrayant, la chasse-galerie. Non. Vraiment pas. Puis pourquoi, d'où ça vient qu'il faut une balle d'argent pour tuer un loup-garou? Ça va aller avec les vampires aussi, c'est qu'on cherche des métaux qui sont purs, qui sont pas des alliages, plus que le plomb ou autre, donc l'argent, l'or aussi, sauf que de l'or, tu gaspilleras pas ça, vu sa valeur, pour envoyer ça sur des bêtes. C'est parce que l'or est mou, contrairement à l'argent. Aussi, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on ait choisi l'argent plutôt que l'or. C'est vraiment l'idée que c'est un métal qui est pur, qui est associé à la lune aussi, le gris, l'argent est plus associé à la nuit aussi, quand tu commences à t'intéresser à la lune. Pense aux Incas, d'ailleurs, qui avaient une mythologie très, très forte basée sur le cycle de la nuit et du jour, de la lune et du soleil. Ben, tu sais, je veux dire, les seigneurs incas ou pré-incas, chez les mochicas, se faisaient inhumer avec des parures moitié argent, moitié or, parce que justement, ça représentait les deux cycles. Donc, il y a toujours eu cette association de l'argent à la lune, à la nuit, l'or au soleil et à la clarté aussi. Fait que, tu sais, on joue dans plusieurs mythes au fil du temps, je te dirais, par rapport à ça. Tu sais, mais tu vois, tirer des chapelets ou utiliser un crucifix pour faire peur à un vampire, on joue encore dans la religion toujours présente, l'enfer, le paradis et tout. Voilà, contre le mal. Y a-t-il des chasseurs de loups-garous célèbres? Pas vraiment, c'était beaucoup je te dirais, des croyances de village. Donc, il y avait plus, tu sais, des espèces de milices populaires dans les villages à la pleine lune pour essayer justement. Mais il y a des gens qui ont été condamnés pour être des loups-garous là, au Moyen-Âge, un peu partout en Europe, parce que justement, une des preuves, un peu comme pour les sorcières, on t'attache à une chaise avec un poids, on te jette à l'eau. Si tu meurs, t'étais pas une sorcière, mais si tu te libères, on va savoir que t'es une sorcière, on va te tuer de toute façon, tu sais. Mais le loup-garou, c'était un peu ça, tu sais. Je veux dire, quand il y avait un homme dans le village qu'on soupçonnait peut-être d'être méchant ou de faire des choses qui étaient pas correctes, tu sais, je veux dire, on finissait toujours par trouver des supposées preuves, en fait, qui étaient un loup-garou, dont souvent c'était on va essayer de voir, il y a pas beaucoup de poils, tu sais, tu remarques qu'à comparer à d'autres hommes, tu sais, il est pas très poilu, ça veut dire que l'essentiel de ses poils sont à l'intérieur, c'est un homme à l'envers, puis là, tu sais, il y a quelques hommes qui ont été condamnés au Moyen-Âge. Les cas sont beaucoup moins nombreux dans les archives, de ce que j'en sais. C'est pas ma spécialité, mais de ce que j'en sais que pour les sorcières, mais reste que oui, il y a eu des procès pour loup-garou. C'est hallucinant comment il fallait pas que tu sortes de la norme, hein? À quel point le monde devait être stressé, là. Tu peux te faire accuser pour tout puis pour rien, puis parce que t'as un grain de beauté, c'est fini, t'es coupable, tu sais. Oui! Non, c'est vraiment terrible, là, mais c'est ça. Tandis que, tu vois, les vampires là-dedans, dans ces espèces de créatures de la nuit, mettons, un peu comme les sorcières. Mais ça, les sorcières, on en fera un épisode complet, parce que sinon, là, tu sais, ça se mélange trop. Mais tu sais, si on va du côté du vampire, là, oui, il y a la question quand même du diable, mais c'est beaucoup plus associé à la peur de la mort et du fait qu'on peut ne pas avoir une mort paisible et qu'on peut ne pas avoir la vie éternelle promise, qu'on peut ne pas atteindre le paradis, puis qu'on peut être coincé, en fait, comme étant un mort vivant, ce qui est encore pire que l'enfer, d'une certaine façon, tu sais. Il y a un peu de ça dans l'idéologie, mais c'est sûr que, tu sais, les origines, par contre, des vampires, c'est très slave, hein. Tu sais, le mot, il y a encore des débats à savoir, tu sais, d'où est-ce que ça vient quand même, le mot vampire, mais on sait que à partir du Moyen-Âge, dans des documents russes, entre autres, si je me trompe pas,
On va commencer à utiliser le terme, là, cette idée là, de mort-vivant. Avant de parler de vampire, on va parler peut-être un petit peu plus de mort-vivant. Mais je veux dire, reste que des créatures qui mangent le sang. Ça, c'est très ancien. Les Perses, en Mésopotamie, on avait des créatures comme ça, de démons, de monstres qui se nourrissaient du sang. Parce que le sang, c'est la vie. Donc, si tu veux ce qu'il y a de plus horrible, en fait, de plus monstrueux, c'est bien de se nourrir du sang. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de pire. Lilith ou Lilith en hébreu, qui a souvent été connue, qui était une femme qui se nourrissait des enfants ou des choses comme ça. Et tu as eu chez les Slaves, ceux qui ont écouté The Witcher vont savoir de quoi je parle, ou ceux qui vont avoir lu le premier Witcher, le premier livre, vont savoir de quoi je parle. Dans The Witcher, où l'inspiration d'ailleurs des mythes, parce que l'auteur est polonais, je tiens à vous le dire, donc les mythes des Balkans, les mythes slaves sont super présents. On parle de l'Astriga. L'Astriga qui est une espèce de créature justement qui se nourrit des enfants, qui se nourrit du sang, elle est supposée être morte. Si le jour t'ouvre le cercueil, la personne est décédée telle qu'elle l'était, mais la nuit, elle est capable d'ouvrir son cercueil et de tuer des gens de manière vraiment violente, puis elle boit le sang des victimes, elle peut les décapiter en quelques secondes, je veux dire, elle a une puissance extrême. Ça existait, dans l'univers médiéval, déjà des Balkans et tout ça. Mais qu'est-ce qui va vraiment donner la peur que la personne sorte de son cercueil et qu'on doit l'empêcher de le faire par contre, puis que là, on va arriver avec des Van Helsing dans la littérature et des choses comme ça, c'est plutôt les maladies contagieuses. La tuberculose que tu m'avais dit. Entre autres, mais même d'autres maladies aussi, mais c'est la question de la contagion. Donc, déjà au Moyen-Âge, on a toute cette idée qu'il y a plein de créatures qui sont associées au diable, qui ont des pouvoirs magiques. Et donc, si tu es associé au diable ou à quelque chose de maléfique, déjà ton corps, probablement, qui se décomposera pas comme un corps normal. Bon, déjà, on va entrer aussi dans cet univers-là. Mais quand on va arriver avec des maladies contagieuses, notamment la tuberculose, mais il y a probablement eu d'autres maladies, même la peste a probablement été responsable de ça dans les Balkans. Là. Ça, on fera un épisode sur la peste parce qu'il y en a à dire là-dessus, Seigneur! Ça, je suis prête. Mais tu sais, il faut comprendre que les gens comprennent pas comment ça se transmet. Ils comprennent que ça se transmet d'un homme à l'autre. C'est pour ça qu'il y a des quarantaines, des choses comme ça. Mais quand même, le principe de la contagion est pas si clair que ça. Et c'est ce qui fait que, faut imaginer que les gens dans un petit village, un peu n'importe où, bon, prenons la Pologne, parce que c'est vraiment la Pologne, la Bulgarie, justement, la Roumanie, Transylvanie, toute cette région-là. C'est là où ça a été vraiment très, très populaire, ces croyances-là. C'est pas pour rien que Bram Stoker est allé de ce côté-là, puis que, tu sais, le Vlad l'Empaleur l'a intéressé aussi par la suite. Mais tu sais, il y avait vraiment cette idée que là, quelqu'un commence à être malade, peu importe la maladie, en fait, au début, la personne meurt et 2 jours plus tard, il y a une autre personne qui a les mêmes symptômes, puis cette personne-là va mourir, puis là, il y en a plus, tu sais, ça fait comme une réaction en chaîne, comme on le voit avec la COVID, en fait, assez vite. À moins de 48 heures, d'habitude, pas mal tout le monde commence à avoir des symptômes, j'ai l'impression, là, et les gens cherchent, mais voyons donc comment c'est possible, la personne qui avait ces symptômes-là, elle est plus là, elle est morte. C'est comme ça que très vite, en l'absence de science, surtout en sciences médicales, on va commencer à penser que les gens reviennent justement de la mort et attaquent en fait les vivants. Donc, d'où l'idée de mort-vivant. Et là, comment on se débarrasse de ça? C'est là que la vampirologie, surtout au 19e siècle, va commencer à arriver, où on va arriver avec ces idées là, de l'ail, parce que l'ail, c'est aussi une vieille technique pour éloigner les rhumes, les virus. On sait que c'est efficace. Tu sais, il y a des drôles d'associations comme ça. Le fameux crucifix. J'aime que l'ail soit ultra polyvalent, tu sais. Un petit rhume, un mort-vivant, une gousse d'ail, puis c'est réglé. Super aliment! Je suis pas sûre que les gens qui ont inventé l'expression super aliment avaient notamment ça en tête, mais quand même. Mais tu sais, c'est un peu ce qui fait que des gens en Pologne et en Bulgarie, puis ça va venir avec l'immigration aux États-Unis aussi, hein, tu sais, ces croyances-là. Les gens, à un moment donné, quand ils vont avoir peur qu'une maladie, que nous on appellerait une maladie contagieuse, continue de se répandre, que quelqu'un se relève de son cercueil et attaque les autres. Quand quelqu'un mourait d'une maladie bizarre et que quelqu'un d'autre avait la maladie quelques jours plus tard, on allait automatiquement ouvrir le cercueil, puis là, on les pieutait. Ça veut dire qu'on plantait un clou, et on est capable de le savoir par les ossements que c'est post-mortem. Ça veut dire que la personne était morte depuis un certain temps, mais on est allé la clouer dans son cercueil tellement on avait peur d'elle. Puis souvent, ça c'est la Bulgarie qui est la pire, mais la Pologne aussi, on ouvrait vraiment la mâchoire du squelette au complet, puis on mettait une pierre. Écoute, les tailles des pierres qu'on a trouvées là, dans la bouche de certaines personnes, c'est assez impressionnant pour être sûr qu'elles ne puissent pas mordre
Parce que là, on avait cette impression que comme c'est des créatures, un peu comme le loup-garou qui reviennent, ben que ça se fait comment? Ça se fait par morsure, tu sais, la transmission. Fait que, tu sais, en tout cas, vous irez voir les squelettes de vampires Bulgarie, Pologne, il y en a vraiment beaucoup, en fait, qui ont été découverts. Des fois, on va leur couper une jambe pour être sûr que c'est pas capable de marcher. Ça aussi, c'est post-mortem, tu sais. Je le sais que ça date de plusieurs centaines d'années, puis je le sais que tout se fait post-mortem, mais quand même, je suis un petit peu scandalisée en ce moment. Mais tu sais, c'est quand même moins sanguignolant que, mettons, dans le film, justement, de Dracula, tu sais, où t'as Anthony Hopkins, tu sais, qui, quand il piote, le sang sort de partout. On n'est pas là-dedans, tu sais. La personne est morte depuis très longtemps. C'est un peu moins dégueu que ce que tu vas voir à l'écran. Mais ajoute ce phénomène d'immigration très international qui arrive aux États-Unis, entre autres au 19e siècle, ajoute une maladie encore moins comprise qui est contagieuse, qui est la tuberculose, qui se termine par des gens qui toussent et crachent du sang. Et là, ben, t'as vraiment une renaissance du vampire, mais cette fois-ci sur le territoire nord-américain. Fait que, tu sais, le phénomène vraiment de, encore une fois, les pieutés des gens dans des cimetières, on va voir ça, en fait, au 19e siècle. Je te dirais, entre les années 1830-1890, il y a une grosse vague, tu sais, surtout sur la côte est, tu sais, le Rhode Island, l'État de New York, le Massachusetts. Je pense que c'est le Massachusetts qui en a le plus, d'ailleurs, qui ont été découverts, là, des corps comme ça qui ont été pieutés ou des archives de gens, parce que là, ce qui est intéressant au 19e siècle, c'est qu'on a des journaux, ma chère. Et dans les journaux, ben là, on a des mentions comme quoi, ben dans la nuit, on a décidé d'aller pieuter tel cercueil parce qu'on pense que telle personne est responsable de la vague de maladies qui est en train de se répandre dans telle communauté, puis on prévient les gens que la personne a été immobilisée, que le mort-vivant ne pourra pas se relever, tu sais. Hey, ils annoncent ça dans les journaux, c'est fou quand même, là! Mais moi, je pensais que le pieu, c'était comme dans le cœur, tu sais, pour l'achever, pour pas qu'il puisse continuer de vivre. Ça, c'est très Bram Stoker. Lui, il est venu cristalliser certaines croyances qu'il a pris un peu partout, puis il en a fait un roman. Mais quand tu regardes les corps de vampires, c'est rarement dans le cœur, en fait, que le pieu, c'est plus en plein milieu du thorax pour être sûr que la personne ne se relève pas. C'est vraiment pour l'attacher dans son cercueil. Ouais, c'est vraiment pour l'immobiliser. C'est ce qui fait que quand on est au 18e, 19e siècle, on va commencer à voir aussi, c'est ça qui est de le fun pour les historiens un peu plus, un peu comme pour les sorcières, il va exister des manuels, tu sais, pour essayer d'identifier c'est quoi un vampire, tu sais, c'est quoi les signes, puis c'est là qu'on va chercher, comme pour les sorcières, des marques ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, on va commencer à parler de vampirologie, là, tu sais, où on va vraiment avoir des livres d'enquête, si quelqu'un veut enquêter sur est-ce qu'il y a des vampires dans votre village ou des choses comme ça. C'est là qu'on va avoir cette idée que, tu sais, si la maladie revient à quelques jours d'intervalle, qu'il y a plusieurs personnes qui tombent malades, ben c'est qu'il y a probablement un vampire dans votre communauté, puis c'est dans les cimetières que vous allez trouver ça. Le corps est probablement pas décomposé, mais tu sais, si ça fait pas longtemps, si le corps est placé dans un bon cercueil, puis tu sais, qui est à l'abri. S'il fait froid, si... Voilà, il y a plein de facteurs, tu sais, X qui vont faire en sorte qu'un corps peut décomposer moins vite que d'autres, là, je veux dire. L'image qu'on a, là, du vampire moderne, entre guillemets, tu sais, avec les canines qui sont super longues, qui sort la nuit à la recherche de victimes, qui a les deux petites traces dans le cou, ça vient d'où? Est-ce qu'on a un moment précis? C'est vraiment la cristallisation, je te dirais, beaucoup au 18e siècle, avec le début aussi, 18e, 19e, avec la littérature gothique en Angleterre, où eux aussi vont venir, parce qu'on s'entend, Bram Stoker est irlandais, où on a cette fascination pour le surnaturel dans les romans. C'est la grande ère des romans en Angleterre. C'est le style gothique. On aime quand il y a un fantôme quelque part. Les histoires de fantômes deviennent super populaires. Tu sais, tu vas avoir un roman qui va un peu te donner le ton aussi, qui s'appelle The Woman in White, qui est tellement bizarre, mais vraiment fascinant. Ça veut dire quelque chose de vraiment bon en littérature gothique, d'ailleurs, The Woman in White. C'est déjà là. Fait que, tu sais, c'est sûr que ce que les gens ont fait, les romanciers, sont venus comme nous donner l'image d'un vampire en allant chercher, en fait, les croyances puis les légendes folkloriques de partout. Fait qu'ils vont mélanger la Croatie avec la Bulgarie, avec la Pologne, avec même Voltaire, tu sais, à un moment donné, va essayer de comprendre dans son dictionnaire philosophique c'est quoi un vampire, là. Je veux dire, tellement l'idée existe, là, je veux dire, même Voltaire, dans un dictionnaire philosophique, essaie de discourir sur c'est quoi littéralement un vampire, là. Tu sais, on essaie de comprendre c'est quoi un mort-vivant plus particulièrement. Fait que, tu sais, dans la littérature, pour te faire peur puis te donner une idée de ce à quoi ça peut ressembler, mais là, il faut leur donner des traits caractéristiques. Fait que là, on va leur donner une peau très blanche,
qui est assez logique. Mais on va leur donner des espèces de yeux globuleux pleins de sang parce qu'ils se nourrissent du sang. Puis pour se nourrir du sang, ben, tu sais, je veux dire, ils vont regarder les chauves-souris, qui va beaucoup être associé aux vampires plus tard. Que là, on va y aller avec les espèces de crocs, tu sais, des canines vraiment affûtées. Parce qu'on pense qu'ils sortent jamais le jour, parce qu'on les voit jamais. Ben, tu sais, c'est comme ça qu'arrive l'idée qu'ils ont peur du soleil et que le soleil peut les brûler. Et là, ben, quand on va entrer dans le fait que ce sont des créatures de la nuit, donc des créatures du démon, ben là, va arriver très vite, un peu comme Honoré Beaugrand qui pense à tirer des chapelets sur des loups-garous, ben on va avoir aussi un crucifix. Mais tu sais, faut dire que déjà, dans les pays balkaniques, le crucifix, c'était toujours une façon de se dire, on se protège, Dieu me protège, tu sais, mon objet est béni, tu peux pas me faire de mal. Tu sais, c'est un gris-gris, le crucifix, quand on y pense, tu sais, c'est un anti-démon, tu sais, c'est ton, tu sais, ta protection contre les démons. C'est ton passe-partout, là, c'est vrai. Ben oui, comme dans plein d'autres pays ou peu importe. Fait que tu sais, c'est vraiment fait que Bram Stoker, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a pris tout ça, mais il a cherché un personnage qui allait être intéressant pour le faire. Et là, ben, il s'est intéressé, en fait, à Vlad l'Empaleur, tu sais, qui a quand même été un grand souverain, un grand combattant, un homme de guerre, mais qui, pour éliminer ses ennemis, ben, utilisait le pal. Puis là, ben, il va être le démon par excellence, lui, dans ces circonstances-là. Mais c'est la pire personne au monde, là. Moi, fouille-moi pourquoi j'ai lu sur l'empalement, là. Je sais pas pourquoi je me suis fait ça, mais c'est... Ben, Vlad est moins pire que les Assyriens. En fait, il a affiné la technique. Oh, pour vrai, Dieu, il a affiné la technique, l'empalement, là. L'idée de passer un pieu par l'anus, de le faire sortir par la bouche, parlons-en directement, ben tu sais, je veux dire, les Assyriens dans l'Antiquité, là, eux autres, c'était un pic. T'as-tu une idée? Tandis que Vlad, lui, il s'est dit, plutôt que de te faire souffrir en déchirant tous les organes avec un pic, je vais arrondir le bout du pal, je vais l'enduire d'huile d'olive, je vais t'en faire un bon suppositoire, et tu vas mourir lentement mais sûrement de toute la pression sur tes organes au bout de ton pal. Mais c'est pas mieux, c'est vraiment pas mieux, comme rien est bien dans ces deux histoires. Il y avait plus le côté de torture de la chose. Les Assyriens tuaient violemment avec le pal, puis ils te laissaient décomposer là, comme on a fait avec la Corriveau ou avec les pirates. Mais c'est ça, Vlad, lui, il les laissait mourir lentement au bout de leur suppositoire géant. Oh my God! Mais pourquoi c'est lui? Pourquoi c'est lui qui est comme devenu un peu le comte Dracula? Ben, c'était son nom. Dracula, ça veut dire l'ordre du dragon. C'est vraiment le nom, tu sais, je veux dire, c'est vraiment archivé, là, je veux dire, c'est ça, sa vraie histoire, en fait, Dracula. L'ordre du Dracule, tu sais, en Roumanie, on est vraiment dans l'ordre du dragon. C'est vraiment une famille, en fait, une lignée aristocratique, tu sais, qui gérait, en fait, en Roumanie, on est plus dans des petites principautés qu'une espèce d'immense royaume, là. Donc, en fait, Bram Stoker a décidé de choisir un personnage, justement, qui, de son vivant, a été très démoniaque, méchant, et il s'est dit, ben lui, s'il revenait à la vie, wow, il va être quelque chose. Parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même des légendes que cet homme-là était jamais vraiment mort. D'ailleurs, si vous tripez là-dessus. Si vous tripez sur l'empalement, là, on a des références. Non, si vous tripez sur cette idée que Vlad, l'Empaleur, n'est peut-être jamais mort et qui est un vampire, il y a eu un roman coup de poing qui s'appelle The Historian, donc l'historienne. C'est par Elisabeth Kostova, qui est justement née dans toutes ces légendes hongroises, roumaines et tout ça. Si vous tripez sur des recherches d'archives puis plein de choses, la job d'historien, mais dans un roman absolument ficelé de manière fabuleuse. C'est une lecture absolument magnifique. Comme roman historique, il s'est rarement fait quelque chose d'aussi bien, là. C'est fabuleux. Honnêtement, je répète, je crois qu'en français, ça a été traduit par historienne parce que c'est une femme, le personnage principal. Là. En français, en fait, je pense que c'est l'historienne et Dracula. Entre autres, il n'y a pas juste un personnage principal, mais donc en anglais, The Historian d'Elisabeth Kostova. Mouah, un chef-d'œuvre de lecture si vous aimez un petit peu justement Dracula, les vampires. Je l'ai en anglais, si tu veux le lire, hein, je te le prête. Quand on va se voir, on va tellement s'échanger une grosse pile de livres, là. C'est tellement beau comment elle les fait travailler dans des vieilles archives poussiéreuses, dans des bibliothèques. Si vous avez aimé justement un film comme La 9e porte avec Johnny Depp, là, tu sais, dans le côté des livres anciens, vous allez retrouver un petit peu cet univers-là aussi dans The Historian d'Elisabeth Kostova, qui vient justement jouer sur le côté surnaturel du conte Dracula dans les légendes populaires. Parce que on s'est dit que cet homme-là allait se venger puis il allait jamais vraiment mourir, tu sais, parce qu'il a été emprisonné. Il lui est arrivé plein de choses, en fait, à Dracula. Fait que ça fait en sorte que dans certaines régions, ben, tu sais, son mythe est resté très vivant. Fait que Bram Stoker, dans le fond, c'est le champion d'être capable de prendre tout ça puis d'arriver à en faire un méga roman gothique qui fait peur,
qui mélange plein de choses. Tu sais, c'est assez fou comment il a réussi à venir tout tricoter les mailles, en fait, de toutes ces espèces de vieilles croyances-là, en ayant un personnage central qui a déjà existé d'ailleurs, qui est le comte Dracula. Quand on parlait des loups-garous, on a la bête du Gévaudan qui est comme un genre de cas célèbre, entre guillemets, de loup-garou. Est-ce qu'il y a la même chose avec les vampires? Est-ce qu'il y a un cas célèbre où une personne a été accusée de vampirisme ou... Non, parce qu'il faut que tu sois mort. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, les vampires, on les trouve dans les cimetières. Quand on trouve un vieux cimetière médiéval, souvent, maintenant, en Pologne, en Bulgarie, en Hongrie, quand il y a des cimetières de l'époque médiévale, mettons que les archéologues aimeraient bien fouiller, voir est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a des tombes de vampires dans ce coin-là? Et d'habitude, si ça date des 14e, 13e, 14e, 15e siècle, des bonnes Est-ce qu'il y a eu un chasseur de vampires célèbre? Pas vraiment, parce que les gens faisaient ça dans leur village. Comme je te dis, c'est plus les traités qu'on va utiliser de vampirologie, puis tu sais, on va essayer. Fait que c'est souvent les gens de l'Église, en fait, qui vont dire, OK, oui, on considère qu'il y a peut-être le mal qui est présent. Vous avez le droit, parce que pour profaner une tombe, il faut que tu aies le droit par l'Église. J'avais pas pensé à ça. C'est pas supposé. Fait que souvent, ça veut dire que tu as l'aval, en fait, des prêtres. Les prêtres qui sont souvent, ont une forme de spécialité aussi pour, tu sais, faire des exorcismes, ben, tu sais, qui vont dire, oui, OK, on suspecte qu'il y a vraiment une force maléfique qui est en train de tuer les gens du village, donc vous avez le droit d'ouvrir la pierre la tombe de telle personne, parce que c'est la première personne à avoir eu la maladie, puis on vous donne le droit de profaner sa tombe, puis on vous donne le droit de le pieuter, là. Fait que, tu sais, je veux dire, généralement, il fallait qu'il y ait un accord de l'Église dans les communautés. Fait que, tu sais, je dirais que les chasseurs de vampires, c'était souvent les mères de village, puis tu sais, les hommes du village qui, avec le curé, puis tout ça, se disaient là, faut faire quelque chose, puis à un moment donné, on essayait de remonter à la source de la première personne qui a été malade, puis c'est elle qui voyait sa tombe profanée, là. Mais il devait donc bien être désespéré un coup qu'il avait pieuté tout le monde, puis que ça continuait. Ben oui, parce que là, il réalisait que le mal était fait, mais il pieutait rarement tout un cimetière. C'est ça qui est un peu drôle, tu sais, c'est comme s'il disait une fois qu'on a éliminé la source, ça devrait aider, mais tu sais, je veux dire, on n'a pas vraiment de récit, à part quelques textes, justement, aux États-Unis au 19e siècle, tu sais, qui dit que qu'est-ce que les gens font quand ça s'arrête pas, tu sais. Il manque un petit peu quand même, je dirais, de chair autour de l'os, souvent, surtout pour l'époque médiévale par rapport à ça. Selon la loi des vampires, puis là, je mets ça entre gros guillemets. Anne Rice! Selon la loi des vampires, techniquement, un coup que tu tues le premier, ben tous ceux qu'il a transformés en vampires meurent aussi. Ben ça, tu sais, c'est très littérature. C'est ça, mais c'est pour ça que j'ai fait des guillemets dans les airs. Est-ce que les gens étaient vraiment dans cette croyance-là? Tu sais, je veux dire, de la manière dont c'est fait dans les cimetières, le nombre de gens, tout dépendant de l'époque, puis tout ça, ben tu sais, je veux dire, je pense que, tu sais, en littérature, ça fonctionne. Tu sais, ça fait des bons romans. Oui, absolument. Ça, je suis d'accord. Ça fait des bons films. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter sur les loups-garous et les vampires avant qu'on termine? Ben, tu sais, je pense qu'on a fait pas mal le tour, là. Mais en fait, je veux juste vous dire, lisez Fred Vargas et Elisabeth Kostova, puis faites-vous plaisir. Et toi? Ça m'a comme donné le goût de réécouter Entretien avec un vampire, on dirait. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire en fin de semaine. Evelyne, merci énormément. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast. Bye! Bye bye!